Non, Emmanuel Macron n'a pas oublié la banlieue. Ce n'était qu'une illusion, une déformation médiatique, ou une perception tronquée de sa méthode, attentive, scrupuleuse, mais jupitérienne, donc distante. Une perception suffisamment partagée en tout cas pour qu'il consacre de longues journées à la thématique, télescopant sciemment commémoration du 13 novembre et présentation de sa politique de la ville pour les 5 années à venir. Emploi franc, lutte contre les discriminations. Ce qu'il faut retenir des annonces de Macron la suite après cette publicité: le programme était particulièrement chargé. Un déjeuner à l'Élysée de 2h30 avec des élus et figures de banlieue lundi midi, suivi d'un déplacement en fin d'après-midi à Clichy-sous-Bois, épicentre de la révolte urbaine de 2005, devenue vitrine officielle du malaise banlieusard, puis d'un nouveau tour des popotes sociales dans la métropole lilloise le lendemain matin. Cette séquence banlieue se concluant par un très long discours d'1h20 prononcé depuis la Pleine Image, une pépinière de start-up installée dans une ancienne filature de Tourcoing, parfait symbole de ces Silicon Valley urbaines que le président entend faire émerger en lieu et place des espaces de relégation actuels. Pas de promesses intenables et donc le président, en apparence, a tenu parole. Il est resté tel que lui-même et surtout n'a rien annoncé. Pas la moindre promesse intenable pour jouer les Pères Noël à l'approche de l'hiver. Juste la longue recension de mesures déjà évoquées, ou déjà mises en place, et pour la plupart déjà présentes dans son programme de campagne. Côté éducation, les CP à 12 ans, réseau d'éducation prioritaire, les devoirs faits au collège, les internats d'excellence, l'apprentissage confié aux branches professionnelles pour le libérer des pesanteurs bureaucratiques. Côté travail, des opérations de testing contre la discrimination à l'embauche, notamment des plus diplômés. Ou encore les emplois francs, l'un de ses principaux engagements budgétaires, auxquels il consacrera une longue explication de texte. Car, certes, ce dispositif n'a pas démontré son efficacité quand il a été lancé une première fois sous le quinquennat de François Hollande, mais, cette fois-ci, il sera déverrouillé, ses staffs ailleurs ouverts sans condition d'âge ou de diplôme. Ce qui, dans les plans de l'exécutif, devrait garantir son succès auprès des employeurs et son impact sur les taux de chômage cataclysmiques des quartiers prioritaires. Macron et la banlieue, récit d'une découverte. L'emploi, l'économie, ce sont les portes d'entrée traditionnelles d'Emmanuel Macron dans la question banlieusarde. Question de philosophie et de culture professionnelle. Avant de se lancer en politique, le locataire de l'Élysée fut banquier d'affaires, et pendant quelques mois aspirant start-upper avec Julien Denormandie, son actuel secrétaire d'État à la ville. Il en a gardé une fascination pour l'entrepreneuriat et ses vertus émancipatrices. Dans la rhétorique macronienne, la Seine-Saint-Denis se voit ainsi régulièrement qualifiée de premier département de France pour la création d'entreprises, le président jetant toutefois un voile pudique sur la nature et le devenir des dites entreprises qui, pour un grand nombre d'entre elles, n'auront pas le bonheur de passer l'année. Techno droit dans ses bottes. Macron a aussi été inspecteur des finances, ou fonctionnaire à Bercy, comme il le souligne avec une modestie un peu forcée. C'est le côté Gripsou du personnage. Un techno désinhibé capable de pointer les limites des politiques sociales, à l'instar de ses emplois aidés, ni pérennes ni qualifiants à ses yeux, dont il assume le rabotage. Leur nombre a été divisé par 2. Même approche prudente, pour ne pas dire suspicieuse du travail des associations de quartier, soutenues à bout de bras par les collectivités locales, mais dont l'efficacité selon lui n'est pas toujours avérée, et qui, pour certaines, participeraient même à la radicalisation des jeunes. Le président leur préfère ces associations fétiches sport dans la ville. Nos quartiers ont du talent, la fève, bleu-blanc zèbre, des grosses machineries, souvent liées à des mécènes privés et suffisamment capés pour se soumettre à la culture de l'évaluation qu'il appelle de ses vœux. Voilà pour le Macron droit dans ses bottes. Cet esprit efficace et conquérant qui lors de sa campagne ne s'était guère attardé au-delà du périphérique, se contentant d'un passage express à Sarcelles chez Sport dans la ville et d'une rencontre avec des personnes au parcours remarquable issues de quartiers populaires, dans un grand loft à 2 pas du Stade de France. Indisposant même quelques groupies, dont cette Razika, cadre sup dans la finance, qui s'inquiétait qu'il ne prévoit rien pour son père ouvrier au chômage et son frère qui n'a pas poursuivi ses études. Ou Mohamed Meishmash, le président d'Ac-le-Feu, association phare de l'après 2005, venu en curieux, mais un peu déboussolé par ce candidat qui semblait ignorer que tous les jeunes de quartier n'étaient pas bac 13.
Borloo et plan de mobilisation générale avec des orientations aussi peu en accord avec les habitudes des acteurs de la politique de la ville élus, travailleurs sociaux ou associatifs, on pouvait s'attendre à des retrouvailles compliquées à l'Élysée, puis sur le terrain, entre Clichy et Tourcoing. Et pourtant, non. 48 heures de communication intensive, et le miracle opère. Des deux côtés de l'échiquier politique, les élus de banlieue jugent leur rencontre avec le président encourageante. D'abord parce qu'après 6 mois où il ne cesse rien passer, on ne peut que se réjouir de voir la politique de la ville réapparaître comme une priorité au plus haut niveau de l'État, souligne Catherine Arenou, la maire LR de Chanteloup-Pleuvigne, vice-présidente de l'association Ville-Banlieue, qui a déjeuné avec lui lundi. Ensuite parce que dans son discours, il fut question d'émancipation, de responsabilisation, mais aussi, beaucoup, de considération. Le malaise des élus, qui s'était exprimé de manière large et transpartisane lors des États généraux de la politique de la ville le 17 octobre, a été entendu. Fini les coups de rabot aux crédits étatiques. Le président a promis que le budget 2018 de la ville reviendrait à son étiage originel. Et si des doutes subsistent, il s'est engagé à les lever, précise Philippe Rio, le maire PCF de Grigny-Essonnes, également convié à la table présidentielle. Surtout, sans s'étendre sur ses contours, Emmanuel Macron a annoncé un plan de mobilisation générale, dont la coordination sera confiée à Jean-Louis Borloo, le père de l'Agence nationale de rénovation urbaine, qui a accepté de remettre les gants pour la cause. Qui aura-t-il dedans? Je crois que Macron lui-même ne le sait pas, estime Philippe Rio. Mais il s'est engagé sur un échéancier, se revoir dans 3 mois, avoir fait ses preuves dans les 2 ans. Et on a l'impression que, dans son sillage, toute la technostructure a enfin réalisé qu'on ne pouvait plus se contenter de politique d'exception. Ce que nous exigeons, c'est que le droit commun se réinstalle dans nos quartiers, en nous assurant le même accès qu'ailleurs à la santé, au transport, à l'éducation. L'objectif est ambitieux, mais cette politique devrait s'appuyer sur 2 piliers: l'expérimentation, avec l'identification d'une dizaine de territoires pilotes, en grande difficulté, dont Grigny, qui concentreront les crédits et les initiatives innovantes. Et la concertation avec la société civile. Pour nourrir sa boîte à idées, Emmanuel Macron souhaite en effet s'entourer d'un conseil présidentiel de la ville, composé d'une quinzaine de figures des quartiers, qu'il consultera régulièrement. L'idée lui a été glissée par l'influx Mohamed Mechmash, qui, 6 mois après avoir été un peu déçu par le candidat, loue aujourd'hui la capacité d'écoute du président, sans illusion, mais néanmoins confiant. Gurvan Le Guellec.